Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment gérer ses inhibitions? Alors, excellente question ça. On va d'abord définir une inhibition. Une inhibition, globalement, c'est un comportement que l'on est incapable de manifester. Plus précisément, l'inhibition se définit comme l'incapacité à manifester un comportement, l'incapacité à vivre une expérience de vie, plus généralement. Parce qu'encore une fois, il y a le comportement, il y a l'événement, il y a l'expérience de vie. L'expérience, je rappelle, charge émotionnelle associée à un événement. Ok, donc, incapacité, inhibition, ça peut être je ne peux pas, j'arrive pas à avoir d'enfants, je n'arrive pas à gagner de l'argent, j'arrive pas à monter une entreprise, je n'arrive pas à gagner 10 000 euros par mois, je n'arrive pas à X, je n'arrive pas à Y, je n'arrive pas à chose, je n'arrive pas à machin. D'un point de vue purement, j'ai envie de dire, neurologique, tout ce que je viens de vous citer là est du même acabit. Ok. Maintenant, et je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite, c'était l'année dernière, qui s'appelait Problèmes et difficultés. La difficulté sera finalement une appréciation subjective de la distance entre l'endroit où je suis et l'objectif que je me suis fixé. Alors, mais on est plutôt sur les inhibitions. Une inhibition, ce qu'il est important de dire là tout de suite, c'est que en fait, l'inhibition n'est pas forcément consciente. On ne se rend pas forcément compte qu'on est inhibé. On ne se rend pas du tout forcément compte. C'est-à-dire qu'on peut passer effectivement toute sa vie avec une inhibition sans qu'on en ait eu l'ombre de doute. Hein. Et ce n'est pas non plus forcément désagréable. Bien évidemment, ce n'est même pas forcément gênant. Bien évidemment, c'est lorsque une situation se présente et où, voilà, je me dis, bon ben ok, je vais aller par là, et puis finalement, je n'y arrive pas. Mais attention, ce n'est pas forcément désagréable. Parce que, en fait, le mécanisme de l'inhibition, c'est quoi? C'est une réponse à une inscription émotionnelle traumatique. Enfin, jusque-là. Alors, je rappelle qu'une inscription émotionnelle traumatique consiste à la répression finalement qui a été faite d'une charge émotionnelle très forte et très désagréable ressentie au moment d'un événement traumatique. Il y a inscription émotionnelle traumatique lorsque, suite à un événement, on n'a pas extériorisé une charge émotionnelle très forte et très désagréable. D'accord? Ce n'est pas tant le fait d'avoir vécu l'événement et d'avoir ressenti justement l'émotion qui fait le trauma, c'est justement le fait d'avoir réprimé cette émotion. D'accord? J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le fait est que au moment où finalement je veux poser un acte et le cerveau limbique, donc on n'est pas dans le raisonnement, hein, le cerveau limbique, a repéré l'un des éléments comme faisant partie d'un trauma passé, et donc du coup, il va m'éloigner, en fait, il va générer une réponse de stress. Alors, quelle est cette réponse de stress? La réponse de stress, ça peut être de l'agressivité, là j'en suis conscient. Ça peut être de la fuite, et là je n'en suis pas forcément conscient. Ça peut être de l'anesthésie. Alors, il n'y a pas que l'anesthésie qui soit signe d'inhibition. C'est ça qu'il est important de se dire en fait. Parce que face à des propositions, par exemple, je peux me retrouver dans une posture agressive sans même savoir un peu quoi. Je peux me retrouver également dans de la fuite sans même savoir un peu quoi. Et donc, ce qui est vraiment, vraiment très important de se dire, c'est qu'en fait, la réponse de stress, justement, que va émettre le cerveau n'est pas forcément désagréable. C'est pas forcément de l'agressivité. Et encore une fois, on peut, par exemple, voilà, je me suis toujours dit, depuis que je suis petit, que j'aurais fait telle chose, que j'aurais fait tel truc, que je serais allé dans tel pays. Et puis finalement, bon, bah écoute, ouais, j'y pense, hein, mais c'est pas grave, je le fais pas. Et lorsqu'on se dit ça, on n'a pas forcément l'impression d'être inhibé. D'ailleurs, souvent, quand j'en parle avec des accompagnés, ils me disent, mais non, c'est pas une inhibition, c'est simplement que j'ai autre chose à faire. Mmh. Mmh.
Mais ça se peut justement que ce soit une inhibition. Et bien évidemment, on va s'en rendre compte si, encore une fois, si nos expériences de vie font que ben, je me retrouve face à ce choix-là et finalement, c'est ce comportement-là qu'il faut que j'ai. C'est ce comportement-là qui est le plus pertinent pour moi à avoir. Et pourtant, ben, j'y arrive pas. Okay. Ou encore, j'essaye, mais j'y arrive pas. Et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre justement comment on fait pour résoudre la problématique. Alors, gérer une inhibition, résoudre une inhibition, désamorcer une inhibition, c'est une démarche purement thérapeutique. Et c'est une démarche limite. C'est-à-dire que il va s'agir de déconstruire une croyance, c'est-à-dire la charge émotionnelle qui est associée à une pensée, à une information. Il va s'agir de dissocier ça, en fait. Et ça, c'est une démarche thérapeutique purement logique. Je ne suis pas du tout convaincu par les approches cognitives. Par les approches cognitives comportementales, alors pas du tout. Parce que, je veux dire, on ne parle pas à une émotion. Elle n'entend pas. C'est encore une fois, l'une des phrases que j'aime beaucoup dire, parlez à un mur, il vous entend. Et encore une fois, c'est pas une métaphore. Mais parler à une émotion, elle ne vous entend pas. Or là, on n'est pas dans le comportement, on est dans la cause du comportement. D'accord ? Et donc, il s'agit véritablement d'apprendre à son cerveau, en fait, la liberté de réponse émotionnelle face à tel ou tel élément, à tel ou tel événement, à tel ou tel comportement, à telle ou telle possibilité d'expérience de vie. Mais pour déclencher en plus l'action, là on est vraiment dans la persuasion, forcément il va s'agir d'associer à ce comportement, d'associer à cette information une émotion tellement agréable que justement le corps aura tendance à y aller toute seule. On va déclencher ce qu'on appelle le circuit de la récompense finalement. Et en fait, c'est comme ça qu'on passe de l'inhibition à la passion en fait en vrai. Maintenant, c'est le même mécanisme en tout cas. Maintenant, il y a effectivement des choses que je vois qui sont en réalité très dangereuses. Les trucs à l'américaine, là, motivation à tout va, action, passer à l'action, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on force, en fait, le plus grave, c'est qu'on peut y arriver, hein, mais lorsqu'on force précisément un cerveau à passer à l'action, c'est-à-dire que lorsqu'on fait fi de la réponse émotionnelle sans en gérer la cause, ça peut être fait par, je sais pas, hein, par des substances, par des pensées, par un état d'esprit, par un big state, n'est-ce pas? Mais le fait est qu'on va au-delà, on passe dessus, mais on n'a pas arrêté le mécanisme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, le cerveau va mettre en place des compensations. Et ces compensations seront finalement, c'est là qu'on revient à cette histoire de conflit neuro-émotionnel de la dernière vidéo. C'est là qu'on va justement mettre en place un comportement qui sera ou un comportement déviant, ou une pathologie, ou on va se retrouver en burn-out, on va se retrouver en relations toxiques, on va se retrouver en plein de choses, qui justement sont encore plus désagréables que la couche qu'on a mis sur notre inhibition elle-même. D'accord ? Et donc, l'intérêt précisément de désamorcer, c'est que précisément, on retrouve cette fameuse liberté, et encore une fois, on peut même passer de quelque chose que le cerveau a fui à quelque chose que le cerveau aime tellement qu'il va recommencer. D'accord ? Je parle en plus, je parle d'expérience, hein, parce que je sais que ça ne se voit pas quand j'en parle, mais je suis une ancienne timide pathologique. Et il y a quelques années, j'étais incapable de me mettre devant un objectif. D'ailleurs, il y a très 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 peu, ne serait-ce que de photos de moi avant un certain âge, mais très peu. Je me demande même s'il y en a. Alors, le principe, c'est que, en fait,
Il y a autre chose par rapport à ça, c'est que il peut y avoir un intérêt inconscient supérieur euh, pour empêcher finalement la manifestation d'un projet. Donc pour empêcher l'expérience, finalement l'expérience de vie. D'accord? Il se trouve, il se trouve que on peut, lorsqu'on fixe un objectif, on se dit, bon ben voilà, je veux aller tel endroit, je veux faire tel voyage, je veux monter telle entreprise, je veux monter tel projet, etc. Je veux écrire un bouquin, etc. Il se peut que, même si il n'y a pas de passé traumatique, on va mettre ça entre guillemets quand même, il se peut qu'il y ait des loyautés, ce qui pour moi reste un trauma. Hein. Il se peut qu'il y ait des loyautés, il se peut qu'il y ait des intérêts finalement à ne pas manifester ce comportement. En tout cas, il se peut qu'il y ait un intérêt tellement fort à manifester un autre comportement que le cerveau ne va pas mettre en place ce comportement désiré, consciemment. D'accord C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Très souvent, les bénéfices secondaires ont à voir avec la blessure narcissique. C'est pour ça que je dis que, en fait, il s'agit d'une inscription traumatique, puisque la blessure narcissique est l'inscription traumatique par excellence. Donc, même si le comportement l'inhibition, je veux dire, ne concerne pas exactement cette blessure traumatique-là, mais indirectement, il se peut que... Je prends un exemple. L'inscription traumatique peut venir de notre vie à nous, de notre vie personnelle. Elle peut venir de la vie de parents, elle peut venir de la vie d'ancêtres, elle peut venir de la programmation collective, elle peut venir du pacte familial des ancêtres, de l'histoire coloniale, etc. etc. Par exemple, de l'histoire nationale, j'ai envie de dire. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce travail que je fais avec Selma Sardouk ces jours-ci sur Afro-Renaissance, la page Facebook Afro-Renaissance, pour repérer justement les traces, les séquelles de l'histoire coloniale sur l'inconscient collectif et donc sur le comportement aujourd'hui, le comportement quotidien des afrodescendants. Ça peut aller jusque-là. Et puis, il y a des loyautés familiales, en fait, que l'on voit, qui sont finalement plus fréquentes et plus faciles à comprendre. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'intention, on va dire, d'être heureux en couple. Ça peut arriver. Mais on va parler de loyauté familiale. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'en intergénérationnel, cet enfant ait vu un parent auquel il tient tellement malheureux en couple qu'il va s'interdire finalement d'être heureux en couple. Et ne serait-ce que par simple mimétisme, mais en fait par sympathie en fait, pour son parent, il va reproduire le schéma familial. D'accord? Il n'a pas lui-même vécu le trauma, mais comme maman a peut-être porté ce trauma, papa a porté ce trauma, donc il va aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la sympathie finalement pour un fournisseur date. Généralement, c'est vraiment pour un fournisseur date. Attention multipliée par le temps. Et en réalité, c'est ça qui fera que la personne ira vers un comportement et pas vers un autre. D'accord? Il va forcément aller vers un comportement. Ça se voit également dans les aspects de kilo émotionnel. Alors, je vous invite vraiment à revoir les webinaires que j'ai fait avec le Dr Aïda Rebaï et avec Nadia Kanoum de l'Institut du même nom sur Bien dans ma silhouette. Je vous invite vraiment à regarder d'ailleurs sur le site Bien dans ma silhouette. C'est véritablement ce vers quoi je vais aller et ce sur quoi je vais accompagner les personnes qui sont dans ce programme. Lorsqu'on est ce qu'on appelle une graisse rebelle, en fait, je l'assimile à ce niveau-là également à une inhibition. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à des personnes dont le cerveau, l'inconscient, encore une fois, alors quand je dis inconscient, je rappelle que non seulement vous n'en avez aucune conscience, mais vous pouvez avoir les preuves matérielles du contraire, d'accord? Donc on peut se retrouver face à des personnes, et j'ai eu ce cas, des personnes qui, encore une fois, par sympathie pour d'autres, ou par une telle envie, finalement, limite une jalousie,
mais une telle envie finalement de ressembler à quelqu'un va en prendre la morphologie. Et ça, vous pouvez faire tous les régimes du monde, hein. La morphologie ne changera pas. Vous pouvez faire un jeûne sec pendant 10 jours si vous voulez, ça ne changera pas. Parce que le cerveau a des ressources qui lui permettent d'y arriver. Et, en fait, on se retrouve vraiment là face à une inhibition. Finalement, cette inhibition, c'est cette incapacité finalement à avoir une silhouette harmonieuse. D'accord ? Donc, c'est très très important justement de prendre le temps lorsque vous êtes vous-même dans cette situation de vous faire accompagner, mais de façon, j'ai envie de dire, concrète, réelle et sérieuse. Et pour les personnes qui seraient des accompagnants, des coachs, des thérapeutes, des choses comme ça, prenez vraiment la mesure de tout ce que ça peut représenter, une inhibition. Quelle que soit cette inhibition. Encore une fois, Grèce rebelle, inhibition, incapacité de X, de Y, de machin, de trucs, de choses, ça peut être inhibition aussi. Et certaines pathologies peuvent être développées dans ce cadre-là. Donc, véritablement, en fait, si vous voulez, on peut dire qu'atteindre un objectif, c'est lever toutes les inhibitions qui nous empêchent d'y arriver. En fait, en vrai. Et encore une fois, si on n'y arrive pas, il est important de gérer ça comme une inhibition. Je crois très peu, j'ai rarement vu des cas où la personne avait besoin seulement de ressources supplémentaires extérieures, seulement de technicité, seulement de besoins en apport, quel qu'il soit, que ce soit un apport humain, un apport financier, un apport matériel, un apport en technologie. C'est extrêmement rare que lorsque un projet n'aboutit pas, il n'y ait pas justement un tant soit peu une inhibition qui s'exprime. Donc voilà, prenez vraiment le temps de poser ça, de regarder où vous en êtes dans n'importe lequel de vos domaines de vie et souvenez-vous vraiment hein, qu'un interdit, c'est en réalité une histoire qu'on se raconte. L'interdit est la traduction, si vous voulez, cognitive, raisonnable et raisonnée, normative, si vous voulez, d'une sensation non ressentie. Alors, c'est un bel oxymore, hein. Une sensation non ressentie. C'est pas parce qu'elle n'est pas ressentie qu'elle n'est pas là. Et en fait, cette sensation, c'est précisément parce qu'elle est extrêmement forte, extrêmement désagréable, qu'elle n'est pas ressentie. Et donc, finalement, une inhibition, c'est en fait quelque chose qui nous empêche de faire un bon usage de nos âmes. Une inhibition, c'est quelque chose qui nous empêche de bien nous amuser. Donc, gérez vos inhibitions, désamorcez en fait ces inhibitions, mais réellement, ne forcez pas, ne passez pas au-delà, arrêtez de jouer les héros, arrêtez de jouer les Rambo, arrêtez avec ça. La nature est plus forte que vous. La nature est plus forte que nous, ok ? Et en fait, prenez vraiment cette démarche parce que véritablement, désamorcer une inhibition, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens qu'on a. Et en tout cas, c'est la conséquence qui vient derrière, c'est toujours de bien s'amuser. Ciao.